Nous allons étudier le DAF Lamed Zain dans Masechet Gittin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF Lamed Vav Amud Bet. Maï Prosbou, la Gemara cherche à étudier l'étymologie du mot Prosbou, donc ce fameux document que l'on donnait aux Dayanim avant la Shemitah pour faire en sorte que le prêt qui normalement Midei Rabbanan aurait dû être annulé pendant la 7e année, puisque les Rabbanan ont réintégré la halakha de Shemitah qui Minatora n'existe plus. Midei Rabbanan, elle existait, et les Chachamim, maintenant il est la Zaken, a institué ce document qui permet de récupérer son argent après la Shemitah. Maï Prosbo, la Mara prise da Pros, on verra dans la suite de la Gemara, c'est une takana, c'est une règle, une institution. Bolé ou beauté pour les pauvres et pour les riches. D'où il apprend Bolé et l'ou Hachirim. Ce qu'on appelle boulé, c'est les Hachirim, les riches. Dire Tiv, dont on le sait, les Shavarti et Gon Ozechem. Marqué dans Vaikra, et je briserai votre force. Et Taner Rav Yosef là-bas explique et l'ou Boula Hoch Beyuda. C'est les riches qu'il y a en Yehuda. Donc de cette expression-là, de cette traduction de Rav Yosef là-bas sur le verset, on apprend que c'est Boulaot, c'est les riches, et donc Boulé, c'est les riches. Bouté, c'est qui Bouté? Et l'Oranim, ce sont les pauvres. Pourquoi dire-t-il? C'est marqué Avet Aravité nous. Lorsque la Torah nous parle de prêter à un pauvre, elle nous parle de ce verbe Avet Aravité nous. Et donc Bouté, c'est celui à qui on prête, et qui en général est souvent pauvre. Donc Boulé ou Bouté, ce sont les riches. Et les pauvres, ici, l'idée, c'est que finalement, le prosbol arrange tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à court terme, ça arrange le riche qui récupère son argent, celui qui a prêté. Et à moyen terme et à long terme, ça arrange les pauvres, qui en général ont du mal à trouver des prêteurs si on ne peut pas rendre l'argent après la Shemitah. Ils ont du mal à trouver des prêteurs les années qui précèdent la Shemitah. Donc finalement, ça arrange tout le monde. Amarlé Rava, et la d'un jour, Rava, il a demandé à quelqu'un qui parlait bien le laraz, donc les langues étrangères, et pas l'hébreu. Il dit Maï prosbol, parce que le mot prosbol, on voit bien que ça ne vient pas forcément de l'hébreu, mais plutôt de l'araméen. Maï prosbol, Amarlé le dit prosa demilta. Pour ça, c'est là qu'on apprend que pour ça, c'est une takana. Pour ça, demilta, c'est une takana sur quelque chose. Donc on a vu ici à la fin que le mot pour ça, c'est un pros, c'est une règle. Et boulé ou beauté, c'est pour les pauvres et les riches. Ce qui rajoute un peu quelque chose par rapport à la Mishnah, parce que la Mishnah avait l'air finalement de ne dire que cette takana n'était que pour les riches, c'est-à-dire pour éviter que les riches transgressent la Torah. Puisque les riches avaient l'air de transgresser la Torah et refuser de prêter de l'argent, on a fait cette takana. Alors Prisda ici nous précise que finalement, dans le mot prosboul, on voit qu'il y a les deux choses. Il y a à la fois le fait d'aider les riches à récupérer leur argent et à la fois aider les pauvres à avoir de l'argent qu'on leur prête pendant les années numéro 5, numéro 6 avant la Shemitah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, maintenant nous dit au nom de Shmuel, Yitomim Entzrichin Prosboul. Les Yitomim, les orphelins, n'ont pas besoin de prosboul. Directement, ils peuvent récupérer les dettes de leur père après la Shemitah. Pareil, enseigné Rami Bachama, Yitomim Etzrechim Prosboul, les héritiers, les orphelins n'ont pas besoin de prosboul. Rabban Gamliel ou Beidino Avien chez Yitomim, car Rabban Gamliel et leur Beidin, en gros les Beidin en général des générations, sont considérés comme étant le père, les tuteurs de ces orphelins, et donc ils peuvent récupérer les dettes de leur père après la Shemitah, puisque c'est une takana Chachamim. Chachamim ont décidé que certains ont besoin d'un document et que d'autres, comme les orphelins, n'en ont pas besoin. Tnan a une Mishnah qui nous dit une kodvim prosbol. Et là, à la karka, une halakha très importante, on ne peut pas écrire prosbol si l'emprunteur ne possède pas un bien immobilier, un terrain, un morceau de terrain. On verra que c'est pas énorme, mais puisqu'en général, les gens avaient toujours une part de terrain qui leur appartenait, on part du principe que le fait de trouver quelqu'un qui emprunte et qui n'a même pas une parcelle de terrain, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, et les Haramim ne font pas des takanos sur les choses peu fréquentes. Et on verra ici que on est très cool sur les conditions justement d'acceptation de ce qu'on appelle un karka, mais en tout cas c'est une halakha qu'on ne peut pas contourner. Il faut absolument posséder un karka, un terrain. Imeno, s'il n'a pas, mais akeu, betor sedeu kolcheu, on peut finalement trouver une personne qui lui donne une partie de son champ, mais toute petite. Il donne une partie de son champ. À partir du moment où il est considéré comme étant propriétaire d'une partie infime d'un champ, il peut rentrer dans la takana de prosboul. Mais kama kolcheu, c'est quoi kolcheu? On a dit qu'il faut lui donner une part petite. Amar, Rafri, Abarashi, Amarav,
Afilou kelar shel krouv, même une racine d'un chou. Alors ici, on est dans quelque chose de très très petit et on a un double chidouche. Non seulement quelque chose d'aussi petit que cela, mais il suffit de posséder la plante pour que l'on considère qu'il possède la terre qu'il y a en dessous. C'est aussi un deuxième chidouche, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de lui vendre ou de lui donner le sol lui-même. Il suffit de lui donner la plante et la plante elle-même a tendance effectivement à prendre racine et donc à prendre une place au sol. Cette place au sol que le chou va prendre est considérée comme étant suffisant pour qu'on dise qu'il est propriétaire d'un terrain pour qu'on puisse faire la takana de prosboul. Amar Rav Yehuda, afilu ishilo makom letanour ou le keraim, kot vimalav. Même si on lui a laissé un endroit pour mettre un tanour ou keraim, donc c'était deux types de fours, tanour et keraim, et ces fours à l'époque étaient encastrés dans le sol. Si on lui a laissé un emplacement pour qu'il mette un four à un endroit, et bien là-dessus, cette place est suffisante pour, encore une fois, qu'on le considère comme étant propriétaire d'un bien immobilier. Continuons à la prosboul, on peut l'écrire prosboul. Donc on voit qu'on est très très léger au niveau des conditions de prosboul. La Gemara s'étonne. Eni, ve'atane hilel kodvim prosboul, et là, al-atzitz nakouv bilvad, nakouv inch et nakouv lo. Pourtant, il a dit qu'on ne peut écrire un prosboul si la personne ne possède pas réellement une part de terrain, mais elle possède une plante. Et la plante est dans un pot, et le pot est posé par terre. Nous dit Hillel, si le pot est troué par en dessous, et donc on part du principe que la plante a tendance à puiser de ce qu'il y a dans la terre. À ce moment-là, on considère que la plante est attachée au sol. On a déjà parlé de ça il y a quelques semaines. La plante est comme si elle était attachée au sol, et à ce moment-là, on peut considérer qu'il a une part dans la terre. Si par contre le pot n'est pas troué, si le pot n'est pas troué, on ne peut pas. Et la Gemara s'étonne. Tu viens de me dire à l'instant que non seulement si je lui donne un chou, il est considéré comme propriétaire de la terre, mais même si je lui donne un emplacement pour mettre un four. Or, l'emplacement pour mettre un four, c'est pas quelque chose qui s'implante, c'est un emplacement. Or, pourquoi Hillel Azaken maintenant nous dit que lorsque j'ai un pot de fleurs qui n'est pas troué, pourtant le pot il prend une place, le pot il est posé sur le sol et il occupe la place sur laquelle il est posé. Quelle est la différence entre ce pot de fleurs qui n'est pas troué et qui, malgré qu'il prenne un espace, n'a pas l'air d'être suffisant pour qu'on puisse faire prosboul, et quelle est la différence avec ce four où dès qu'on a l'emplacement pour mettre un four, on considère que l'emplacement lui-même est suffisant. Pourquoi dans le pot l'emplacement n'est pas suffisant et dans le four ça a l'air de l'être? La Gemara dit l'otzricha des manar asike. Il faut expliquer que le cas là-bas du pot, c'est pas un pot de fleurs qui est posé au sol, c'est un pot de fleurs qui est suspendu en l'air. Soit c'est un pot de fleurs qui est troué et posé à terre, soit il est suspendu. Et s'il est suspendu, il n'occupe pas d'espace au sol, et c'est parce qu'il n'occupe pas d'espace au sol qu'il n'est pas considéré comme étant suffisant pour écrire un prosboul. Donc pour l'instant, on continue de penser qu'à la fois, si on lui donne les racines de n'importe quelle plante, d'un chou, la terre qu'il occupe est considérée comme étant quelque chose qui appartient à l'emprunteur, et donc on peut faire prosboul. Et pareil, si on lui a laissé un emplacement pour mettre un four ou quelque chose, c'est considéré comme étant déjà une propriété immobilière suffisante pour écrire prosboul. Ravashi, Maknele, Gidma, des Dikla, Vekatavale, prosboul. On nous raconte encore une histoire où Ravashi, il a fait acquérir un petit palmier à quelqu'un pour écrire prosboul. Rabanan, Debe Ravashi, Masre, Milay, Oula, Adade. Autre halakha cette fois, c'est qu'au lieu d'écrire un prosboul, on a transmis l'information du prosboul à l'oral. Rabanan, Debe Ravashi, et les chachamim qui avaient chez Ravashi, ils avaient tendance à se dire à l'oral, tu sais, voilà, je veux que tu sois témoin, je veux que tu sois le beddin, témoin qu'un tel me doit de l'argent et que la shemitah arrive. Et les rabbinim entre eux se savaient de beddin. Rabbi Yochanan Massamile et Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Yonatan, il faisait ça avec Rabbi Chia bar Abba. À la fin, il dit Amar le tzrichna mideh harina. Est-ce que je dois faire autre chose? Est-ce que je dois écrire un document? Amar le, Rabbi Chia lui a répondu Lo tzricha, tu n'as pas besoin. Donc on voit ici, nouvelle halakha, après avoir dit que le terrain qui est nécessaire peut être très, très petit, la taille d'une racine de chou ou de palmier, ou même la place pour mettre un four. Autre chose, si les rabbanim se sont dit à l'oral chacun qu'ils avaient une dette, une créance vers quelqu'un et que la shemitah arrive et qu'ils voulaient la garder, même si finalement il n'y a pas eu d'écriture de document, cela est suffisant. Tanu Rabbanan. Maintenant la Gemara va expliquer des cas où la personne n'a pas exactement un bien immobilier. En lo karkar, vela arev, yesh lo karkar. Si l'emprunteur n'a pas de bien immobilier, n'a pas de terrain, mais le garant en possède.
Kotim ala prosboul. C'est pareil. Ça marche. Pourquoi? Parce que le garant est quelqu'un qui techniquement peut servir de personne chez qui on va récupérer l'argent. Donc si le garant possède une partie de terrain, cela est suffisant pour écrire un prosboul. Lo vela erev en lahem karka. Si ni à lui, ni au arev, ni au garant, il n'y a de terrain, le chayav lo yeshlo karka kotim alav prosboul. Et nous dit ici que s'il y en a un autre qui lui donne l'argent, eh bien ça marche. Donc imaginez qu'on a un emprunteur. L'emprunteur a emprunté l'argent avant la Shemitah et cet emprunteur n'a pas de terrain. Son garant sur le prêt n'a pas non plus de terrain. Mais par contre cet emprunteur est lui-même créancier d'une tierce personne qui, elle, possède un terrain. On considère que c'est bon. Pourquoi? Parce que le premier prêteur dont on parle, il a prêté de l'argent à quelqu'un qui, même si lui n'a pas de prêt, possède une créance sur quelqu'un qui, lui, possède un terrain, c'est suffisant. Midé Rabbi Nathan, on apprend de Rabbi Nathan. Pourquoi? Netanya, c'est une braïta. Rabbi Nathan, Omer, Minaïn, Inoshe Bachavero, Mane, Chavero Bachavero, Minaïn, Shimotzim, Misé, Venotim Lazé. D'où sait-on, Minatora, que lorsque A doit de l'argent à B, A doit de l'argent à B, et il y a quelqu'un qui devait de l'argent à A, B peut venir, s'il n'arrive pas à récupérer à A, il peut récupérer à celui qui doit de l'argent à A. D'où on le sait. Tamulomar marqué dans la Torah, Venatan la Asher Ashamlo, il donnera à celui à qui il a fait du mal ou envers qui il est fautif. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a reçu un mashkon, donc il a reçu un objet à garder chez lui en gage, et lorsque la personne vient récupérer, il nie avoir reçu cet objet. Et après, il avoue, et donc il doit rembourser la personne à qui il a fait du mal. Et on apprend là-bas qu'on ne dit pas Venatan Lacher, Gazal, Mimeno, on ne dit pas qu'il devra payer à celui à qui il a volé, on dit il rendra à celui à qui il a fait du mal. Ce qui sous-entend que même si parfois il a volé à une personne, si le fait d'avoir volé à une personne a empêché une autre personne de récupérer son bien, il devra payer non pas à la personne à qui il a volé directement, mais à l'autre personne à qui elle-même elle devait. Donc A devait à B, mais B devait à C. Il se peut que A ait fait du mal non pas qu'à B, mais aussi à C qui n'a pas pu récupérer. De là on apprend que C aurait pu récupérer directement de A. C'est le fait que la Torah, lorsqu'elle dit que quelqu'un vole à un autre, parce qu'il n'a pas avoué qu'il avait un objet qui lui appartenait, on voit qu'il peut faire du mal non seulement à B à qui il doit directement, mais il peut faire aussi du mal au créancier de B. Et donc c'est pour ça qu'on a généralisé, on a dit qu'il donnera non pas à celui à qui il a volé, mais à qui il a fait du mal, envers qui il est fautif, ce qui peut parfois ne pas être que celui envers qui il est directement engagé, mais envers une tierce personne vers qui son créancier était lui-même engagé. Donc on apprend qu'on peut récupérer les biens non seulement de celui qui m'a emprunté, mais de celui qui a emprunté à mon emprunteur. Et à partir de ce moment-là, si finalement l'emprunteur de mon emprunteur est considéré comme étant mon emprunteur, je peux récupérer l'argent, non pas que de celui qui m'a emprunté, mais de celui qui a emprunté à mon emprunteur. À ce moment-là, si mon emprunteur n'a pas de bien immobilier qui est nécessaire pour écrire un prosbol, mais que l'emprunteur de mon emprunteur en a, c'est suffisant parce que finalement, on considère que tous les emprunteurs de mon emprunteur sont les miens et du coup c'est comme s'ils étaient tous associés dans mon prêt. De la même manière que lorsque je prête de l'argent à quelqu'un, il faut que soit l'emprunteur, soit le garant ait un terrain. Finalement, l'emprunteur de mon emprunteur est un peu comme un garant. C'est-à-dire que c'est une personne chez qui je peux éventuellement récupérer mon argent. Si mon emprunteur n'a pas d'argent, je vais récupérer directement chez les gens envers qui il a une créance. Nanatam. C'est quoi le lien entre le pouce-boule et le fait que le débiteur il soit solvable, c'est-à-dire qu'il a un terrain? J'arrive pas à faire le. Alors on a dit que c'est parce que les Khamim font une takana que sur des cas fréquents. Et à partir du moment où la personne ne possède aucune parcelle de bien immobilier, à l'époque c'était pas fréquent, et donc on n'a pas fait la takana. Même si au final, des fois, on a dit qu'on peut lui faire acquérir un morceau de quoi que ce soit, et au final on arrive sur un cas qui est assez bizarre, mais il n'empêche que dès le départ, les Khamim ont estimé que c'était pas fréquent, quelqu'un qui n'avait pas de terrain. Et c'est la raison pour laquelle on écrit un prosboul que là-dessus. Mais la Gemara ne n'explique pas exactement la raison, c'est les commentaires qui donnent cette raison. On a une Mishnah maintenant, au sujet de la Shemitah. Ashveid meshametet et milva, ben beshtar, ben shelo bishtar. On dit maintenant ici la lacha par rapport à la Shemitah. On a dit que la 7e année est Minatora,
les prêts sont annulés, on ne peut pas récupérer son argent après la 7e année. Et ici, on nous dit que finalement, quel que soit le type de prêt, par un document ou sans document, le prêt est annulé par la Shemitah. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, il faut, avant d'expliquer la Mishnah, il faut préciser qu'il y a 3 types de prêts. Il y a un prêt qui se fait directement à l'oral. Prête-moi de l'argent, je te prête de l'argent, et c'est réglé, sans document, sans rien. Après, il y a 2 types de prêts avec document. Un prêt avec document qui est le même qu'à l'oral, mais à l'écrit. Donc, je te prête de l'argent ce jour-ci, je t'ai prêté tant d'argent, ainsi de suite, devant des témoins. Et il y a un 3e type d'emprunt, c'est un prêt dans lequel non seulement on écrit sur un document, mais on a servi des biens immobiliers. Je t'ai emprunté de l'argent et je mets en hypothèque ma maison, telle chose, pour justement rembourser ce bien. Donc on a 3 types de prêts qui ont évidemment un poids qui n'est pas équivalent. Le prêt à l'oral, le prêt à l'écrit, mais sans engagement particulier, et le prêt à l'écrit avec justement achariyut. Ce qu'on appelle achariyut, c'est le fait d'engager, d'hypothéquer les biens. Là-dessus, comme la Mishnah a dit que finalement un prêt, l'année de la Shemitah, il est annulé, que ce soit avec un shtar ou pas un shtar, on a ici deux visions de la chose. Il y en a qui pensent que quand on dit avec document ou sans document, ça veut dire que ça concerne tous les prêts. Rabou Shmuel, Machloket Rabou Shmuel, Damre Tavayon, Bishtar, Shtar Shesh Bo Bachayut Nechassim, Shelo Bishtar, Shesh Bo Bachayut Nechassim. Puisque la Shemitah, selon eux, concerne tous les prêts, quand on dit un prêt avec document ou un prêt sans document, c'est pas en fait avec ou sans document. C'est quoi qu'il arrive avec document, mais est-ce que document avec hypothèque ou sans hypothèque. Ça, c'est la première option. Kol Sheken, Malvalpe, et évidemment que si le prêt n'était qu'un prêt à l'oral, il est évident que ce prêt est annulé pour la Shemitah. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amret Tavayu, 2 avis qui sont là, c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui disent eux, non, regarde bien dans les mots, c'est pas ça qui est marqué. Bishtar, c'est marqué avec un document, sans document. Bishtar, Shtar Shen Bochayut, Bishtar, c'est un document, Stam. Donc c'est quoi un document? C'est un document sans forcément hypothèque. Chez le Bishtar, lorsqu'on dit sans document, c'est Malvalpe, c'est par contre c'est un emprunt oral. Aval Bishtar, chez Shbochari ou Nechassim, et non Meshamet. Mais le chidouche ici, ce serait de dire que du coup, dès qu'il y a un emprunt avec un document et hypothèque sur les biens, le prêt ne serait pas annulé par la Shemitah. Alors ce que disent Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish ressemble plus au mot qu'il a marqué dans la Mishnah, parce que la Mishnah fait un chidouche entre document pas document, mais d'un côté au niveau de la halakha, c'est un énorme chidouche. Je veux dire que la Torah finalement n'a pas annulé tous les prêts. La Shemitah n'annule pas les prêts lorsqu'ils sont à l'écrit et lorsqu'il y a un bien immobilier qui est hypothéqué. La Gemara nous dit qu'il y a des braïtot qui vont dans le sens de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish. C'est-à-dire qu'il va être Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Shtar, chov, meshamet, ve'im yesh bo charion nechasim, et non meshamet. Une braïta qui a priori n'était pas connue de Rav et de Shmuel, qui dit clairement que si il y a un emprunt qui est fait avec un document, il est annulé par la Shemitah. Par contre, s'il y a une achariyut, s'il y a une hypothèque, il n'est pas annulé par la Shemitah. La braïta dit clairement comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tanya Idach, encore une autre braïta. Siem lo sade achad balvaato et no meshamet. Velo od el afilu katav kol nechasai achar in varavain lach et no meshamet. Si la personne a emprunté quelque chose et que lorsqu'elle a emprunté, elle a désigné un de ses champs, en disant si voilà ce champ-là, il servira pour te rembourser. Ça n'est pas meshamet. Velo od el afilu katav kol nechasai achar in varavain lach. Et non seulement ça, même si finalement c'est pas un bien immobilier, mais qu'il a dit tous mes biens sont hypothéqués pour toi, donc même si c'est pas des biens forcément immobiliers, on voit que ça la marche. Donc non seulement des biens immobiliers, mais même des biens qui ne sont pas immobiliers, on voit que ça marche. Donc quoi qu'il arrive, on a la confirmation de ce qu'a dit Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, que finalement, lorsque le prêt est fait avec un document et qu'il y a des biens immobiliers, voire mobiliers qui sont hypothéqués par rapport à ce prêt, la Shemitah, Minatora, ne vient pas annuler ce prêt. Par rapport à cela, on a une histoire. Kreve de Rabbi Yassi, Avale Ha'ushtara. Il y avait un proche de Rabbi Yassi qui avait un document avec Tib Bechariou Nechassim sur lequel il y avait marqué justement qu'il y avait un emprunt et qu'il y avait une hypothèque. Atale Kameh de Rabbi Yassi, il est parti voir Rabbi Yassi, donc, qui était de sa famille. Il a marlé Meshamet, Oeno Meshamet. Dis-moi, la 7e année arrive, est-ce que mon prêt va être annulé ou pas? Amarlé, Eino Meshamet. Donc Rabbi Yassi a répondu comme Rabbi Yochanan, comme Resh Lakish et comme les 2 braïtot qu'on a cités, que le prêt n'est pas annulé. Rabbi Yochanan, il est parti voir après Rabbi Yochanan, Amarle Meshamet. Et il a dit, Rabbi Yochanan, que le prêt est annulé. Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi dit, je comprends pas.
Amarle, Meshamet ou non Meshamet? Il lui a dit, attends, qu'est-ce que tu as dit, Meshamet ou pas Meshamet? Amarle, Meshamet. Il a dit, il est annulé. Veha Maroud et Amar, et non Meshamet. Mais comment toi, Rabbi Yochanan, tu veux dire que le prêt est annulé la septième année alors qu'il y a une achariout? Alors que c'est toi-même qui a expliqué la fameuse Mishnah, qui avait dit la différence entre shtar et pas shtar. C'est un document à l'oral, un document à l'écrit. Mais quoi qu'il arrive, c'était toi avec Resh Lakish qui disait que lorsque le document était à l'écrit avec hypothèque, quoi qu'il arrive, il n'était pas annulé. Donc comment tu peux te contredire? Quand on a expliqué la fameuse Mishnah, qui faisait une différence entre un shtar, qui faisait pas de différence, genre qui disait que le document avec ou sans document, quoi qu'il arrive, le prêt était annulé, toi tu disais que quoi qu'il arrive, c'était pas comme ce qu'avait dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel disait que ça concernait tous les prêts, toi tu disais non. Avec Resh Lakish, tu disais que ça concernait que les prêts écrits ou oraux, mais sans hypothèque. Selon toi, tu disais que la Mishnah voulait nous dire que s'il y avait une hypothèque, le prêt n'était pas annulé. Et maintenant qu'on te demande la halakha, tu dis autre chose. Réponse Rabbi Yochanan qu'on a vu le même type de réponse il n'y a pas très longtemps. Il lui a dit Amale, dis-moi, c'est pas parce qu'on a une logique pour expliquer la Mishnah qu'on en est certain à 100% pour pouvoir être mekil au niveau de la halakha. Amale ve'atanya kevate dema, mais pourtant il y a une braïta qui confirme ce que tu as dit. On a dit qu'il y avait même deux braïtot. Amale, même ça, c'est pas évident. Dima ha'i bet shamahi damre shtar amelikbot. Peut-être que les braïtot qu'on a cités sont comme Bet Shammai. Bet Shammai qui pense quoi? Qui pense que à partir du moment où on a un document de créance, c'est comme s'il avait été déjà remboursé. On avait vu ça dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota, on avait dit qu'une femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari, il faut absolument qu'elle boive les eaux de Sota. Si le processus de Sota s'arrête en plein milieu, par exemple parce que le mari meurt, est-ce que cette femme a le droit à la Ketouba comme toute femme? Ou est-ce que cette femme n'a pas le droit à la Ketouba puisqu'elle est fautive? On n'a pas pu savoir si elle est fautive. Donc on laisse l'argent là où il est. La question, c'est où est l'argent. Et là, c'est une marloquette. Là-bas. Et selon Bet Shammai, le fait que cette femme ait un document de Ketouba qui atteste que son mari lui donne l'argent depuis le début du mariage, c'est comme si l'argent était déjà dans sa poche. Comme elle a le document, c'est Kegabou. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Et il se peut que finalement, selon ces braïtotes-là, la raison pour laquelle le prêt n'est pas annulé, c'est parce qu'avant même que la Shemitah arrive, comme il a le document, c'est comme s'il avait déjà récupéré l'argent. C'est pour ça que la Shemitah ne vient pas annulée. Donc, Rabbi Yochanan, qui lui-même explique la Mishnah, que lorsqu'il y a une hypothèque, on n'annule pas le prêt, Minatora, c'est lui-même qu'au niveau de la Lacha, il a du mal à trancher et à dire à la personne qu'on n'annule pas le prêt, qu'il peut aller se faire rembourser. Dans le doute, il dira quand même Meshamet, même s'il a une braïta comme lui, il préfère dire que c'est peut-être pas sûr que ce soit comme lui, dès que c'est comme Bet Shammai. Et sa logique qu'il a pour expliquer la Mishnah, il n'a pas l'air d'être assez sûr de lui pour pouvoir enseigner la halakha. Ainsi, donc finalement, halakha le maaseh, on verra que si même les avis comme Rabbi Yochanan pensent qu'un prêt avec hypothèque n'est pas annulé, mais que halakha le maaseh, il dira qu'elle est annulée, ça veut dire que techniquement, on préférera annuler un prêt et ne pas se faire rembourser, parce que si on va récupérer l'argent et que Minatora fallait pas, on transgresse l'interdit de l'otigos. On a une Mishnah maintenant. À Malvet Ravero Maot à la Mashkon, va Moser Shtarotav le Bedin, et une Meshamtin. Encore deux cas où la Shemitah n'annule pas le prêt. C'est le cas où la personne emprunte et laisse un gage, et le cas où elle emprunte et directement elle laisse le document au Bedin. Bish la Moser Shtarotav le Bedin est harcelé au Bedina lorsque l'on prête de l'argent et qu'effectivement on laisse le document de prêt au Bedin, je comprends parce que c'est comme si le Bedin lui-même prenait possession de la dette. Et là, Malvé al-Mashkol Maïtama, la se pose une question, pourquoi lorsqu'on fait un prêt avec un gage, en quoi le gage fait en sorte que la Shemitah ne s'applique pas? Amar Rava répond, Mishum Nita Fasle, parce que finalement, le prêteur, en ayant possession du gage, de l'objet de gage, la garantie, finalement, c'est comme s'il avait déjà pris possession de l'argent et comme s'il avait été remboursé avant même la Shemitah. Et l'Agma va approuver. Amalé Abaye, et là, Meata Ilva, Veda Bachatsero, de Tafisle, Achinemi de l'homme Shamet. Alors, si c'est ça, explique-moi, selon toi, pourquoi cette halakha ne s'applique pas ailleurs. Il y a un cas, c'est la personne qui prête de l'argent et la personne qui prête dit voilà, en attendant, pour que je sois certain que tu me rembourses, j'habite dans une de tes résidences. Celui qui emprunte possède une maison et l'autre il dit voilà, en attendant que tu me rembourses, je suis marzik, je suis dans ta maison
pendant cette période-là, comme ça je suis certain que tu me rembourses. Et là-bas, on voit que la Shemitah s'applique. Amarle, elle a dit Shane Mashkon, des cannelés, c'est différent le Mashkon. Parce que le gage, comme c'est un objet, on voit que la personne qui prend le gage chez elle, le prêteur, eh bien, prend possession du gage. Ce qui n'est pas le cas de la maison. La maison, c'est pas parce qu'on habite dedans qu'on prend possession du bien immobilier. Mida Rabbi Yitzhak, on apprend de Rabbi Yitzhak. De Amar Rabbi Yitzhak, Minaïn Baal Chov, Shekone Mashkon, d'où c'est ton Minatora? Que lorsque quelqu'un emprunte et que la personne qui emprunte laisse un gage, d'où c'est donc que le prêteur prend possession du gage dont on sait que c'est à lui pendant la période où elle est chez lui, c'est marqué dans la Torah que lorsque la personne va prêter un pot et que le gage est une couverture, on dit le soir il faut que tu lui rendes la couverture. Pourquoi? Et si tu le fais, ou le chat y est tzedaka, ce sera compté pour toi comme une tzedaka. Et une tzedaka ne peut être comptée que si la chose, à partir je ne peux pas faire tzedaka avec l'argent de mon prochain. Mon prochain a un bien qui lui appartient, je lui rends ce qui lui appartient, je fais une tzedaka, ça n'a pas de sens. Chat y est tzedaka, il me connaît, tzedaka minayin, si c'est pas à moi, en quoi c'est une tzedaka? Et quand les balchov, je connais mashkon, de là on apprend que celui qui a une créance sur son prochain et qui a un gage, le gage lui appartient. Et comme le gage lui appartient, on considère du coup que c'est la raison pour laquelle, lorsque, avant la Shemitah, la personne a prêté et qu'elle a reçu un gage, le gage est considéré comme étant à elle et comme étant un remboursement de la chose. Donc c'est comme s'il avait été remboursé et qu'au moment où la personne va lui rembourser la 8e année, ça n'est qu'un échange entre l'objet, la garantie, et l'argent qu'il récupère et non pas quelque chose qu'il a gardé au cas où et que la personne lui rend. C'est la raison pour laquelle à la fois lorsqu'on laisse ces documents bédinés, à la fois lorsque l'on a un objet de garantie, un gage, on considère que la personne est déjà remboursée et donc que la Shemitah ne s'applique pas. Nouvelle Mishnah, encore une fois, toujours par rapport à la Shemitah. On est vraiment dans le verset qui parle de la faute de Shemitah, de Prosboul. Celui qui veut rendre l'argent qu'il a emprunté pendant la Shemitah. Il veut être sadique, il veut rendre l'argent. Il se dit, la personne m'a prêté, même si la Torah m'autorise à ne pas rendre, et même si la Torah lui interdit à lui de venir récupérer, je veux quand même, moi, rendre. La personne a dépensé de l'argent pour m'aider. Maintenant que je peux rendre, Midat Chassidout, je vais rendre. La personne qui a prêté de l'argent et qui revoit finalement son emprunteur revenir, se doit de lui dire d'abord Meshamet Ani, j'annule la dette. Il a l'obligation de dire ça même si la personne vient avec une bonne volonté. Mais Imam Marlo, et à ce moment-là, si celui qui a emprunté continue et dit Afal Piken, malgré tout, je veux rembourser, à ce moment-là, on a le droit, la seconde fois, Ikabel Menou, d'accepter l'argent chez les marques comme c'est marqué, Vezé Devar Shemitah, le même passage qu'on a étudié hier. C'est ça la parole de la Shemitah, c'est ça l'histoire de la Shemitah. En gros, c'est une manière de dire que parfois on peut recevoir l'argent que l'on a prêté avant la Shemitah, mais l'essentiel, c'est d'annoncer Zé Devar Shemitah. Voici la halakha de la Shemitah. Lorsque la personne vient te rembourser, la halakha minimum que le créancier a, c'est d'annoncer à son emprunteur qu'il y a la Shemitah et que techniquement, il ne peut pas lui réclamer cet argent. Une fois qu'il a fait cette mitzvah d'annoncer la Shemitah, on peut accepter que la personne insiste et à ce moment-là, récupérer l'argent. Rabba va plus loin et dit Vetalele ade amarachi. Intéressant cette halakha, que une fois que la personne a voulu rembourser, il est venu pour rembourser. Moi, je lui dis la halakha qu'il me dit, que je dis bon, mais Shametani, j'annule le prêt. Et si la personne après elle change d'avis, je peux la contraindre à rembourser et à dire finalement qu'elle veut continuer à rembourser. Agma s'étonne et Tivé Abaye objecte. Il dit que chez Onoten lo ayomalo bechovi anoten lecha, la yomalo sheli en ou matana noten lecha. La suite de l'enseignement nous dit quoi? Que même lorsque la personne a refusé, que l'autre insiste, il y a Afal Piken, je vais donner. Quand il dit Afal Piken, il faut qu'il dise attention. Je viens malgré tout non pas rendre l'argent que j'ai emprunté parce que la Torah ne veut pas, mais je viens te donner une somme. Donc il y a deux tnaïm ici. Il faut que la personne, le créancier refuse au départ et dise voilà c'est la Shemitah, le prêt est annulé. Et lorsque la personne insiste et que nous après on peut accepter l'argent, il faut que la personne insiste en tant que don et non pas en tant encore une fois que remboursement classique du prêt puisqu'on n'est pas dans un remboursement classique puisque la Torah l'a annulé. Et la Gemara s'étonne, elle dit si la personne dit Bematana, elle dit que c'est un don, tu vois bien que c'est pas l'autre qui l'a forcé à dire. Parce que si l'autre il le force a priori, il le force
à rendre son argent. Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. On a dit qu'une fois que la personne a refusé une première fois, et que la personne finalement change d'avis, il peut le forcer à donner. Mais s'il le force à donner, ça veut dire quoi? Rends mon argent et pas donne-moi, fais-moi une matana. L'agma dit non, c'est pas vrai. Amarle, talé les nami, ade amari. Tu peux très bien expliquer que une fois qu'il a refusé officiellement, comme la Torah demande des devar shemitah, que la personne change d'avis, il peut la forcer à lui rendre et lui forcer à dire je te donne cette somme. Amar bar marta, dehu abba bar minyomi. Donc il y a un chacham qui s'appelle Abba bar marta et qui s'appelle aussi Abba bar minyomi. Abba masikbe Rabba zouzé. Il y avait Rabba qui lui réclamait de l'argent. Aïtinhu ni ale, Beshveit, il est venu le rendre à la Shveit. Amale, il lui dit Meshametani. Donc, du coup, Rabba respectait la lacha, il lui a répondu Meshametani, j'annule le prêt. Shaklinu ve Azal. Et Kanire, vous allez voir par la suite que ce Abba bar marta, Abba bar minyomi, ne connaissait pas bien la lacha précédente. Donc, il a entendu que Rabba annulait le prêt, lui, il a voulu faire Midat Rasidot et rendre. Rabba a refusé comme la lacha demande, et lui est rentré chez lui. Ata Abaye Ashkeche, Davativ, et Abaye a vu que Rabba était contrarié. Amalé lui a dit Amay Atzivma, pourquoi es-tu contrarié? Amalé, Achi Avama, voici ce qui m'est arrivé. Azal et Gabé, Abaye est parti voir Abba bar Marta. Amalé, Amtale Zouzelema, as-tu rendu l'argent à Rabba? Amalé, il a dit, j'ai proposé, Amalé, Oumay Amala, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amalé, Meshametani m'a dit qu'il annule le prêt. Amalé, Ve Amartle, et toi, tu lui as dit à Falpiken, est-ce que tu lui as dit que malgré tout tu voulais donner? Amalé, il a dit non. Amalé, Abaye, Ve Amartle, à Falpiken, Avachaklino Minar. Il dit, sache que si tu avais insisté, il aurait pris l'argent. Ashtamiat, Aptin Hunyale. Maintenant, au moins, va le voir et donne-lui Veimale, mais dis-lui, Afalpiken, malgré tout, je veux donner Azal, Amtin Hunyale, il est parti. Et à ce moment-là, il lui a apporté l'argent. Il va mal Afalpiken, Shaklinoumine, il lui a dit effectivement, malgré tout, je veux te donner. Et il a accepté. Amar, Lo Avevedata, Beat, Surma Merabana Meikara. Et Rabba, à ce moment-là, a dit ce Surma Merabana, ce Tamid Chacham, ne connaissait pas encore bien la lacha jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle, la première fois, lorsque je lui ai dit que j'annule, il est parti. C'est pas parce que il voulait éviter de dépenser de l'argent, c'est parce qu'il ne connaissait pas cette halakha. Donc on a finalement ici une halakha qui illustre parfaitement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que lorsque la personne vient rembourser Midat Rasidut, le prêt pendant la Shemitah, l'autre a l'obligation, le prêteur, de dire Meshametani, j'annule, et une fois qu'il a dit ça, l'autre peut insister, et lorsqu'il insiste, on a vu, il fallait absolument qu'il dise qu'il donne et non pas qu'il rembourse. Marav Yuda, Marav Nachman, Neman Adam Lomar, Prosbo la Yabeadi, Vervad Mimeni. Quelqu'un est cru lorsqu'il dit qu'il avait un document de prosbol mais qu'il l'a perdu. Maïtarama, pourquoi? Kevan et Takino Rabbanan prosbol, le Shavik Eitera, Verchi Sura. Puisque finalement, il existe cet akana de prosbol qui est facile, il suffit d'écrire un document et le transmettre au Bedin. On imagine mal quelqu'un ne pas le faire et finalement récupérer de l'argent de manière interdite alors qu'il peut très bien le faire de manière autorisée. Il y a tous les kamé d'Erav, Amalei, Midi prosbol, Ayalecha, Ve'avad, Egon, Petar Pichal et Ilemu. Lorsque les gens allaient voir Rav, encore mieux que ça. Il était mécanisé ce mikra là qui dit Petar Pichal et Ilem, parle à la place du muet. Lorsque quelqu'un venait pour un prosbol, avant même qu'il dise qu'il avait un document ou pas, et qu'éventuellement il argumente qu'il l'a perdu, il disait toujours Rav, dis-moi, tu avais un document que tu as perdu. En gros, il lui prépare le terrain pour justement qu'on puisse le rembourser. C'est une Mishnah qui dit Vechen ba'al chov, shemotzi shtachov, ve'naimo prosbol. Arelu lo yiparu. Celui, on a une Mishnah ici, on objecte avec une Mishnah qui dit qu'un ba'al chov, quelqu'un à qui on doit l'argent, shemotzi shtachov, qui sort un document et de prêt, mais il n'y a pas de prosbol dessus, il n'y a pas de document comme quoi il a transmis la créance au Bedin. Arelu lo yiparu, il ne peut pas être remboursé. La Gemara nous dit que c'est une marloquette Tanaï. Le Tanya c'est une braïta. Motzi shtachov, tsarich sheye imo prosbul. Enfin, on a une marloquette finalement de Tanaïm. Est-ce qu'on a besoin du prosbul ou est-ce que s'il n'a pas le document de prosbul, il peut dire je l'avais et je l'ai perdu finalement parce qu'on a une contradiction entre une Mishnah et ce qu'on a dit précédemment. On est obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm. On a une nouvelle Mishnah maintenant. Evet shenishba uvda'u qui n'a pas de rapport à si ce n'est le fait que c'est encore des takanot rachamim. Un Eved qui est donc un esclave non juif qui appartient à un juif qui a été emprisonné et qui est racheté par un juif. Uvda'u im nishum Eved ishta'bed im nishum ben chorin lo ishta'bed. En fonction de la kavana de celui qui a racheté, il va continuer d'être asservi ou pas. Si la personne qui l'a racheté pour qu'il soit serviteur, il continuera d'être serviteur. S'il l'a racheté pour qu'il soit libre, il sera libre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer ben kar ou ben kar ishta'bed.
Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit que quoi qu'il arrive, il devra être asservi. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux personnes. On a son maître, numéro 1, et on a celui qui le rachète. Et on ne sait même pas, lorsqu'on dit qu'il va servir, on ne sait même pas qui il va servir. Est-ce qu'il va servir son premier maître ou est-ce qu'il va servir celui qui le rachète? En tout cas, on a ici un serviteur Kenani qui appartient à un maître numéro 1, qui est emprisonné et qui va être racheté par monsieur numéro 2. Et on voit qu'on a une marloquette ici. Selon Tanakama, en fonction de la kavana du racheteur, il sera asservi ou pas. Selon Rashbag, quoi qu'il arrive, il sera asservi. On n'a toujours pas répondu à la question qui il va servir. Est-ce qu'il va servir son maître de base ou est-ce qu'il va servir son racheteur? Mais Askina, de quoi parle-t-on? Il est malifne Yehush, Tagma dit. Si on parle avant Yehush, avant que le maître numéro 1 ait fait Yehush, c'est-à-dire qu'il ait abandonné l'idée de récupérer son Aved. Les Shum ben Chorin, Amano Ishta Abed. Alors si c'est ça, pourquoi, s'il n'y a pas eu Yehush, la personne n'a pas abandonné, pourquoi finalement on pourrait trouver un cas où le Ishta Abed, il ne devra pas servir? Selon Tanakama, on a dit que s'il l'a libéré pour qu'il soit libre, il ne travaillera plus. Mais pourquoi? Si le premier serviteur n'a pas abandonné la propriété dessus, ça lui appartient encore. Et la lacha, Yehush, alors si c'est après Yehush, c'est-à-dire que le maître a abandonné, là je comprends plus l'autre. Et Shuma Eved, Amaishta Abed, lorsque la personne le rachète. Pourquoi? Parce qu'il le rachète, il sera asservi, puisque le premier serviteur, le premier maître, je veux dire, a abandonné la propriété. Donc la Gemara ne comprend pas. Puisqu'ici, on a l'impression que finalement, selon Tanakama en tout cas, le fait que la personne serve ou pas va dépendre de la kavana du racheteur, la Gemara ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque ce serviteur appartient à quelqu'un, ça va dépendre en fait de la kavana de son propriétaire. Si le propriétaire a abandonné, eh bien il est libre quoi qu'il arrive. S'il n'a pas abandonné, ça lui appartient quoi qu'il arrive. Donc pourquoi cela dépendrait-il de la kavana du racheteur? Amar Abaye répond, les olam lifne Yehush, velishum Eved, ishta Abed, les rabo rishon. En fait, on parle avant Yehush. On parle avant l'abandon. Donc ça appartient encore au premier maître. Et du coup, quand on dit qu'il va servir, il va servir son premier maître. Ishta Abed, les rabo rishon. Les Shum ben Chorin lo Ishta Abed, lo les rabo rishon, lo la bosheni. Les rabo sheni lo, deha les Shum ben Chorin, parquet. Les rabbi Shimon, les rabo rishon ami. Lo dilma mimanae velo parquet. Nous dit ici la première réponse d'Abaye. En fait, techniquement, il appartient encore au premier maître. Et normalement, il aurait dû, quoi qu'il arrive, la servir. Et donc, on comprend que lorsqu'il l'a libéré pour qu'il serve, il serve. Maintenant, pourquoi, bizarrement, lorsqu'il le libère avec une kavana différente, la personne n'est plus asservie, alors qu'on a dit que normalement, le premier maître n'a pas abandonné la propriété, donc il devrait le servir quoi qu'il arrive. Ça ne devrait pas dépendre de la kavana du racheteur. C'est parce qu'on a peur que si la personne qui rachète ce prisonnier sait que dans tous les cas il va le racheter mais qu'il va continuer d'être asservi, on a peur qu'il ne trouve pas que ça vaille la peine de le racheter. Il dit entre être prisonnier et être arrivé finalement c'est pas tellement différent et donc il ne le rachète pas et on a peur que la personne ne le rachète pas. Donc on a fait une takana, selon Abaye, on a fait une takana que même si normalement, puisque le premier serviteur n'a pas abandonné l'idée de garder son serviteur, normalement quoi qu'il arrive il devrait le récupérer, on a fait une takana que si la personne qui rachète le prisonnier a l'intention, a l'envie qu'il soit libre, eh bien, on l'accepte pour éviter que les serviteurs restent prisonniers trop longtemps. On a été Mekil. Et Rabban Shimon ben Gamliel maintenant n'est pas d'accord. Il dit Benkar ou Benkar Ishta Abed. Pourquoi? Il faut savoir que chez Mitzvah Livdot et Benechorin, car Mitzvah Livdot et Avadim. Il pense que la mitzvah de racheter un juif, elle existe de manière égale avec Kenani qui a des mitzvot. Et donc, il pense que puisque la mitzvah est la même chez le juif que chez le avec Kenani, personne ne va s'empêcher de les racheter. Donc on laisse la halakha de base, c'est-à-dire que puisque le premier maître n'a pas abandonné l'idée de récupérer son serviteur, le serviteur appartient encore au premier maître, et je n'ai pas besoin de faire une takana artificiellement pour justement motiver les gens à racheter, puisque Minatora, la mitzvah de racheter un juif, la mitzvah de racheter un avec Kenani est exactement la même. C'est pour ça que finalement Benkar ou Benkar, il servira son premier maître. Donc du coup pour l'instant la raison qu'a expliqué Abaye pour la Mishnah, c'est qu'on parle d'un cas où le serviteur appartient encore techniquement à son premier maître. Et selon Tanakama, lorsque la personne qui rachète a envie qu'il soit libre, on l'écoute pour au moins le motiver à racheter, parce qu'on pense que la mitzvah de racheter n'est pas minatora, donc on a besoin de le motiver avec cette takana. Et selon Rashbag, à partir du moment où on a la même mitzvah pour les deux, on n'a pas besoin de le motiver. C'est la raison pour laquelle Benkar ou Benkar, quoi qu'il arrive, il sera asservi au premier maître.